Et coucou Mehdi, Cou- ça va? Ouais, super. Je suis trop contente que tu sois là, je te jure. Bah, franchement, c'est partagé et voilà, trop content. Ah, trop bien, j'ai adoré ton spectacle, il est incroyable et on est là pour en parler. Donc, je te présente, tu es comédien, humoriste et tu joues donc ton nouveau spectacle Couleur framboise à la Comédie des Champs-Élysées à Paris, avec aussi une tournée en France. C'est vrai. Dans ce spectacle, tu reviens sur ton premier spectacle, Coming Out, où tu parlais de ta conversion de l'islam vers le christianisme. Mhm. Et dans Couleur framboise, tu dis « Je me sens musulman, chrétien et athée ». Est-ce que c'est compatible? Bah, la preuve que oui. Et comment tu fais à l'intérieur de toi pour compiler Ouais, tout ça, quoi? ça, ouais, bah, en fait, j'arrive à compiler dans le sens où je suis hyper bienveillant envers moi-même. J'ai une vraie réconciliation en moi. J'assume tous mes héritages. L'héritage musulman, qui est celui de ma famille, qui est celui, et je me sens vraiment pleinement musulman dans tout ce que ça m'a apporté. J'ai un héritage chrétien parce que voilà, pendant 10 ans, j'ai été au fin fond de la foi chrétienne. J'ai vu à la fois tout le beau et toutes ses limites aussi. Et puis je dis oui que je me sens athée parce que j'ai un esprit très critique, très libre, et que oui, parfois je remets aussi tout ça un peu en question. Je mets beaucoup de distance dessus. Et en fait, je crois que si j'ai voulu en parler sur scène et faire parler ces trois consciences en moi, c'est aussi parce que je crois qu'on est toutes et tous un peu comme ça. On compose tous avec des voix contradictoires un peu en nous, quoi. On a ce que nos parents nous ont transmis, on a ce qu'on a choisi, on a ce qu'on a choisi à un moment donné qui nous a nourris, puis après on s'en est un peu écarté. Et je crois que ce côté être multiple sans se renier, un peu comme justement dans la sexualité, de pouvoir assumer plein de pans de soi, en tout cas en être à l'écoute. Et moi je crois que ouais, être multiple sans se renier, je crois que c'est un truc qui me définit et en fait qui nous définit toutes et tous, parce qu'on est, j'ai l'impression un peu comme ça, quoi. J'adore être multiple sans se renier. Waouh, on commence déjà fort sur la philosophie et je kiffe, Et c'est j'adore. pas ChatGPT qui nous l'a sorti, celle-là. Grave. Ah, mais ça sort de l'intelligence émotionnelle. Non, mais c'est fort. Ben ouais, mais Je en fait kiffe. c'est vraiment même dans l'écriture. Je me suis dit mais et j'en parlais avec mon co-auteur Thibaut Évrard qui me disait bah ouais, lui il vient d'une famille chrétienne, en tout cas de culture chrétienne. Il est athée, mais il me dit mais en même temps parfois je prie l'univers ou je demande au ciel quand je veux réussir quelque chose. Et on parlait tout à l'heure de connexion, les énergies. On en parlait un peu hors antenne. J'ai perdu mon meilleur ami il y a 2 ans. Je me sens très connecté à lui aussi. Donc ouais, cette idée de se dire on n'est pas juste dans une case avec une étiquette et on doit se définir comme ça. On doit rien à personne sur ces questions-là, si ce n'est à nous-mêmes, et il faut accepter bah, de se dire ouais, là je me sens un peu comme ça, et puis là je vais un peu là-dedans. J'ai quand même des assises, des convictions fortes qui sont là en moi et qui me nourrissent, mais ouais, j'ai un regard un peu un peu critique et bienveillant sur tout ça, ouais. Ouais, j'adore. Et ça pose beaucoup de questions pendant ton spectacle parce qu'il est très lié à la religion et pour autant, tu abordes un grand sujet qui est la déconstruction et Mmh. la déconstruction des hommes. Sur scène, tu dis, j'ai adoré ce moment, les religions sont patriarcales Mmh. parce que dans la Bible, il n'y a que des femmes qui sont infertiles et pas d'hommes. Mmh. Et toi, du coup, en l'occurrence, c'est l'inverse. Ta femme n'avait pas forcément de problème de fertilité et toi, un petit peu plus. Toi, tu es un homme déconstruit de ce point de vue-là, tu le dis dans ton spectacle. Comment on deal avec ça? Avec, le fait d'être déconstruit, de se questionner et en même temps d'avoir, cet aspect religieux qui est là et qui ne l'est pas forcément, qui est patriarcal comme tu le dis? Mmh. En fait, au début, j'en avais pas conscience. C'est souvent l'expérience qui te fait te questionner. Moi, j'avais un héritage, j'avais des conceptions héritées de ma culture populaire. Je viens d'un quartier populaire, hérité de ma famille. À un moment donné, je dis dans le spectacle, moi, mon modèle d'homme, c'était mon père, un patriarche, un chef de famille, et je voulais lui ressembler. Et le fait d'avoir été atteint d'infertilité, c'est venu re-questionner ça. Pourquoi je veux vraiment des enfants? Heu, est-ce que je suis encore un homme si je n'en ai pas? Heu et puis quand ça m'est arrivé, étant croyant, justement, je suis allé voir dans ce que disaient les religions là-dessus, et justement, j'ai découvert que le patriarcat, tu vois, que ce soit dans la culture musulmane, hem,
quelqu'un de notre entourage avait un jour dit à ma femme, quand elle a dit qu'on allait peut-être pas avoir d'enfant, a dit attention, ton mari va peut-être pouvoir prendre une autre femme. Dans l'imaginaire, c'était elle le problème. Et dans la culture effectivement chrétienne, quand j'ai regardé la Bible, j'ai vu que l'infertilité c'était quasiment que des femmes. Et donc tout ça participe à une espèce de prise de conscience où où on se dit ok, il y a tout ça, je dois le questionner et c'est bien de le faire. Et du coup, c'est la première marche de la déconstruction, se dire déjà d'en prendre conscience, de mettre de la distance et ensuite de dire ok maintenant comment je change. Mais c'est vrai qu'il a fallu cet événement et puis la pièce, la tendresse sur laquelle j'étais. On a beaucoup questionné la masculinité pour se dire ok comment je peux euh, évoluer en tant qu'homme. On était déjà dans une période où je me questionnais dans ma masculinité, dans mon rapport à la paternité. Euh, il y a même eu un moment donné dans tout ce travail où je me suis dit, euh, on entendait l'espèce de slogan Not all men. Et moi, j'étais un peu cette formule, je la trouvais un peu bizarre et je me disais, oui, je suis pas coupable, mais je suis responsable. Je fais partie. Je suis pas coupable. Je l'ai peut-être été en plus dans ma vie. J'ai eu des comportements, mais je suis responsable. On a une responsabilité collective en tant qu'homme. Et de pouvoir être à l'intérieur de cette masculinité et dire ok quels sont les endroits où je peux moi changer et puis petit à petit faire changer, c'est là aussi où est la force du théâtre, c'est que ça amène à la réflexion et ça peut amener à la réflexion notamment voilà les gens croyants en disant ah oui c'est vrai j'avais pas remarqué que le que sur cette question-là notamment d'infertilité c'était quasiment que des femmes donc c'était hyper bénéfique et pour moi et finalement même pour l'œuvre quoi après. Et c'est ce qui en fait un spectacle très intelligent et éducatif aussi, hein, j'irais même jusqu'à dire, donc vraiment merci pour ça. On va continuer à parler émotion. Un de tes personnages dit: «Les larmes, c'est la première marche vers la reconstruction». Ouais, j'ai pris des notes, hein. T'inquiète pas, hein. On est dans une société où, puisqu'on en est à parler de masculinité, un homme qui pleure, c'est faible, c'est honteux. Ça t'arrive de pleurer? Ouais, et de plus en plus. Et de plus en plus, j'ai, je pense que les hommes sont les premières victimes et les premiers otages du patriarcat. On s'est construit, et encore plus quand on vient d'un quartier populaire, comme moi, on s'est construit avec ces espèces de carapace de ne pas pleurer, de ne pas montrer des faiblesses. C'est aussi une forme de protection, se protéger. Et euh, c'est sûr que je m'étais pas construit avec cette idée que je pouvais pleurer. Et voilà, les deuils, on parlait de mon ami, cette infertilité quand elle me tombait dessus, il y a eu des vraies les fausses couches, entre les grossesses interrompues naturellement de mon épouse, ont été des chemins aussi de traumatisme où j'ai pu euh, accepter de pleurer, déjà de pleurer seul, de pleurer comme je le fais dans le spectacle à un moment donné sur l'épaule de ma mère qui m'a consolé. De pleurer sur l'épaule d'un ami, comme je le fais avec Jeff dans le spectacle. Et, et là, pour le coup, même la spiritualité, elle m'a, dans les choses qu'elle peut avoir de positives, je me suis reconnecté aussi à des figures. Tu vois, par exemple, on oublie que Jésus, dans la Bible, pleure à la mort de Lazare. Et très souvent, en plus là, on est dans une période où masculiniste, on réaffirme la virilité, etc. Et en fait, être viril, c'est aussi être vulnérable. Et en fait, j'ai appris, je pense, à accepter cette vulnérabilité et à me dire, je n'en suis pas moins un homme si je pleure. Et une fois qu'on a ouvert les vannes, bah là, ça y est, ça lâche et ça fait du bien. Ça fait du bien de pleurer. Et je pense que là encore une fois, on est une génération, j'espère, où on va encore plus s'autoriser à aller dans ces endroits-là de notre masculinité, que sont les émotions, les larmes, le fait de se confier à un ami qu'on n'a pas eu l'habitude de faire. J'adore normaliser les émotions aussi Ouais. pour les hommes.
Puisqu'on en est aussi à parler de sujets liés à la masculinité, tu as abordé la vasectomie dans Mmh. ton spectacle. Encore un de tes personnages qui se demande: «Après une vasectomie, est-ce que je continuerai d'être un homme?» Mmh. T'en penses quoi? Bah, dans tous ces questionnements, dans le stage de déconstruction que je joue sur scène, il y a différents profils d'hommes. C'est vrai que là aussi, on entendait souvent, les hommes et en fait, il y a aussi une grande diversité dans les hommes et dans le stage, dans la pièce. Il y a, heu, il y a effectivement ce personnage de Nordine qui doit faire une vasectomie et en plus, c'est marrant parce qu'on lui a mis un truc où, lui, c'est pour des raisons écologiques. En fait, je voulais montrer aussi que parfois l'écologie, c'est un truc aussi un peu de bourgeois où lui, il dit: «Bah, voilà, on a mis nos enfants en école Steiner, on est écolo à l'euro près» et que si on a des enfants en plus, on pourra pas être écolo. Et donc voilà, il y a la question de la vasectomie, mais c'est vrai que on a tellement relié nous notre sexualité, soit à la performance, faut être un bon coup, faut pas que ça dure 2 minutes, faut que j'assure, et faut que je donne la vie. Si tu enlèves ça, bah la question se pose. Est-ce que je vais continuer à être un homme sans sans ne, en n'ayant plus cette possibilité de donner la vie? Lui, il le vit à travers la vasectomie, mais les hommes le vivent aussi et se posent aujourd'hui cette question qui est légitime et qui doit, heu, là aussi fait partie de ces grands questionnements sur la masculinité. Bah, aujourd'hui, une femme n'a plus besoin, d'une relation avec un homme pour avoir un enfant. Elle a besoin d'un géniteur, mais du coup, ça redistribue les cartes des hommes en disant: «Ah bah oui, en fait, on a plus besoin de nous, en tout cas, dans le truc où, vous avez besoin de nous pour avoir des enfants». Et je trouve que cet endroit-là pour ce personnage, il est intéressant de encore une fois juste de le questionner quoi. Et puis dans la déconstruction de ces hommes dans le stage, il y a le personnage d'Abdel qui lui a vécu de la violence de la part de son père, qui va avoir un enfant et qui a pas envie de reproduire. Là aussi, c'est comment notre génération, on est celle qui essaye de couper aussi ces traumas transgénérationnels. Et avec Abdel, ce que j'aime beaucoup dans son personnage, c'est que quand il dit mais son père le battait, mais il a appris que son grand-père battait son père, qui buvait aussi beaucoup, qui est aussi une réalité de nos quartiers où on a eu des pères colériques, des pères violents, des pères qui buvaient, mais que tout ça a aussi une racine. Quand je dis c'est les stigmates de la guerre, de la colonisation, de la pauvreté, parce que souvent, on a une espèce de cliché où on dit ouais, les rebeux sont violents, les mecs de quartier, machin. Mais d'où vient aussi cette violence? On est héritier d'une violence de siècles de colonisation, de guerres de libération de l'empire colonial qui ont été violentes. Moi, je suis d'origine algérienne. Il y a eu une guerre civile qui a été extrêmement violente, et tout ça a été vécu dans le silence, dans un tabou où nos pères c'est que d'ailleurs j'ai emprunté cette réplique à Kerry James quand il dit mon père il enfermait sa colère dans une bouteille et dès qu'il buvait elle ressortait. Kerry James dans un de ses sons dit quand il y a quelque chose qu'on enferme quand on s'enferme dans une bouteille c'est quelque chose qu'on regrette. Et voilà, je voulais aussi bah, montrer que ces endroits de violence, que ces endroits de c'est aussi parce qu'on était bah, héritier de tout ça et qu'il fallait couper. Et Abdel a envie mais en fait Abdel c'est un peu moi aussi de couper ouais de couper ça et d'essayer d'aller sur d'autres chemins. Ouais, j'ai adoré ce personnage. Il m'a beaucoup fait réfléchir et c'est encore une fois ce personnage et beaucoup d'autres qui en font un spectacle vraiment sociétal avec des Mmh. sujets importants, le reproduire les schémas, beaucoup de sujets et bon évidemment on mettra le lien, du spectacle, Mmh. dans la légende de la vidéo. Alors toi, tu as abordé aussi un sujet dans le spectacle qui franchement m'a choquée, c'est les menaces que tu as reçues. Ouais. Alors dedans, dans le spectacle, tu dis: «J'ai médiatisé ma foi, je reçois des menaces sur les réseaux sociaux et depuis la décapitation de Samuel Paty, le spectacle se joue sous protection policière». Tu cites notamment un message que tu as reçu: «Bravo pour ton courage, j'ai toujours su que le relèvement de la France se ferait par la conversion des musulmans. Bienvenue à toi l'indigène». Enfin là j'en ris mais c'est pas, Ah, c'est pas franchement, je te jure, non mais parce mais que je me dis elle a bien noté ça j'ai là. tout noté, j'ai tout noté. À la fin du spectacle, j'ai dit à ma pote: «Moi, je suis là, je suis au travail, en fait».
Ah, j'ai tout noté. Non, mais pour de vrai, j'étais abasourdie. Ouais. Comment ça va? Juste, je vais refaire Léa Salamé. Parce que j'ai pensé à ça aussi. Comment ça va? Comment ça va, mes Ça va? et vous, ça va? Oui, ça Faire non, mais en heu, vrai, non, mais c'est ouais. horrible quand même comme situation. Bah, en fait, je pense que, en filigrane, c'est ce que je raconte aussi à travers ce spectacle, l'infertilité, mon infertilité, une des causes, je parle de plein de causes, les perturbateurs endocriniens, les OGM, les nitrites, nos modes de vie, et cetera, et le stress. Et moi, quand j'ai fait coming out, moi, j'ai voulu créer un spectacle, rassembleur, fédérateur, qui parle de liberté de conscience, qui parle d'une vraie fraternité entre les communautés. J'ai joué le spectacle en prison, j'ai joué le spectacle au fin fond des banlieues françaises. Il y avait quelque chose où, quand les gens venaient au spectacle, on vivait un moment fort ensemble. Mais en dehors, ça a agité toutes les extrêmes. Et je dis toutes parce que oui, en 2020, parce que le spectacle, je le crée en 2020, il a tourné jusqu'en 2024. En 2020, il y a la décapitation de Samuel Paty. Et on me dit que le spectacle est à risque. Et donc, je me retrouve à aller au théâtre avec des sentinelles qui font des rondes, avec 2 camions de police devant le théâtre et un mec qui fouille les sacs à l'entrée. Je reçois, moi, des menaces sur les réseaux et je suis là, mais moi, je suis un artiste, en fait. Je fais pas de politique. Heu et du coup, ce moment a été extrêmement dur à vivre. Et puis, quelque temps après, 2022, on va dire, il y a eu la zémorisation de la société, où là, c'est de l'autre côté que j'ai reçu des menaces. Ouais, en fait, converti, pas converti, ce qu'il faut, c'est que tu dégages, que tu retournes en Algérie. Heu Bienvenue à toi, l'indigène. Voilà. Je sentais que dans certains milieux, un peu d'extrême droite, j'étais, en fait, comme je n'étais pas le porte-drapeau qui pensait, enfin, qui voulait peut-être que je sois. Ouais, il y a eu des là aussi des propos assez violents, menaçants. Et puis un autre extrême aussi qui a été euh, une certaine bien-pensance, enfin, il y a un anticléricalisme dans le milieu de la culture qui fait que dès que ça touche au christianisme, c'est va des rétro satanas, quoi. Et donc, en fait, je recevais aussi dans un truc très anticlérical une espèce de d'austérité. Mon agent m'avait même dit qu'il y avait certains réals qui ne voulaient pas travailler avec moi. J'étais devenu la pièce catho. Et du coup, je me retrouvais ballotté, et je prenais des coups dans tous les sens, alors que ma réalité sur le terrain, c'était un public qui rit et qui s'émeut ensemble. C'était un spectacle qui est d'ailleurs toujours sur Canal+ pour continuer, pour faire Non, la mais tu promo, raison, tu vois? grave. Mais et c'était hyper bizarre entre ce que je vivais dans le quotidien avec des retours. C'est pour ça d'ailleurs que je parle des lettres aussi, d'autres lettres que je reçois, de gens qui me disent: «Bah, moi j'étais musulman, je suis devenu chrétien», des gens qui me disaient: «J'étais chrétien, je suis devenu athée», d'autres qui me disaient: «J'étais athée, je suis devenu musulman». Et moi je trouvais ça beau, dans un pays comme la France, d'avoir cette liberté-là, cette diversité culturelle et cultuelle. Et je voulais en faire la promotion, l'éloge. Et c'est vrai que ouais, cette tension, ce stress pendant des années, ça a été très 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 dur à vivre pour moi, pour mes proches aussi, puisque ma famille aussi, pour eux c'était compliqué. Je les ai exposés. Je Ouais, ça a été des années qui ont été difficiles pour eux, pour nous aussi, au sein de la famille. Ils comprenaient pas pourquoi je m'exposais autant. Il y avait aussi une récupération parfois dans la presse où, tu sais, ils font des espèces de gros titres qui placardent comme ça. Et après, tu peux même pas avoir accès à l'article parce qu'il faut être abonné, tu vois. Donc ouais, ça a été des années magnifiques artistiquement avec ce spectacle. Aussi parce que j'ai été nommé au Molière, ce qui est quand même incroyable. Je fais l'Olympia, c'est incroyable. Et en parallèle, j'arrivais pas à avoir d'enfants.
et j'étais attaqué de toutes parts, quoi. Donc ouais, c'était pas facile. Ah bah, merci beaucoup de t'être accroché parce je pense qu'on peut pas imaginer la charge mentale que tu as dû vivre dans cette période. Mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir Couleur Framboise, tous Ouais, les ouais, nouveaux ouais. spectacles. Mais il fallait s'accrocher et pas laisser tomber pour ça, Ouais, je pense que c'est ça la malgré la force violence. d'un artiste, c'est de se dire moi je suis au clair avec moi-même, je sais le travail que je fais. Et d'ailleurs la preuve en est même avec Couleur Framboise, les gens euh, rient encore plus que dans Coming Out, pleurent encore plus que dans Coming Out. Et et moi j'ai toujours cette même ligne, quoi. C'est des spectacles qui essayent d'être fédérateurs, de questionner la société. Et et ça me fait du bien, même là, c'est un peu égoïste, de me dire dans une période où on n'arrête pas de célébrer la mort. La mort, elle est partout. On parlait tout à l'heure des deuils qu'on vit dans nos familles et tout. Mais moi, j'en peux plus de voir les images de Gaza. J'en peux plus de voir les images de l'Ukraine. J'en peux plus de voir que même quand j'allume Netflix ou des plateformes, c'est que les tueurs en série, le petit Grégory, le machin. Et je suis un peu dans un truc genre, venez, on célèbre la vie, quoi. Je te sens ému. Ouais, pardon. Non, mais je sens que c'est quelque chose qui te touche, cette violence dans la société, tout ce Bah qu'on voit ouais. sur les réseaux. Et en fait, je l'ai d'autant vécu avec ce questionnement sur le fait de donner la vie. Je me dis, putain, c'est un putain de miracle que d'être en vie. Venez, on célèbre ça déjà. Je- Venez, on célèbre qu'on est là sur un temps très court et c'est déjà beau. Hmm. Et donc, ouais, voilà, c'est peut-être un peu idéaliste, mais ouais, je me dis si ce spectacle-là peut être une ode à la vie, célébrer la vie. C'est pour ça aussi que je suis un peu ému, c'est quand je vois les spectatrices et spectateurs sortir et que je vois qu'ils ont passé un moment où ça leur a fait du bien. Je me dis waouh, bah humblement, voilà, le rôle de l'artiste, c'est un peu ça, quoi. Mais bien sûr, mais on en a besoin encore plus en ce moment parce qu'effectivement, il y a énormément de choses très, très difficiles qui se passent partout dans le monde et on a besoin d'espoir. Qu'est-ce qui nous reste si on n'a plus d'espoir, si on n'a plus de lumière, si on n'a plus de positivité? Et c'est votre mission, votre rôle Ouais, à ouais, vous, les artistes. Et oui, moi, j'ai vu ton spectacle, donc je suis là super bien remplie. ouais. On rigole, mais pas que. Ça donne de l'espoir, ça fait se questionner. Et en fait, on ressort de là avec une espèce de stimulation. Mmh. Donc oui, le rôle, il est rempli et Ouais, bravo et merci. vraiment merci pour le travail et on a besoin des artistes, bien Ouais, sûr, ouais, ouais. Mais bien tu vois, sûr. ça me fait penser même à Youssoupha, qui m'a fait l'honneur de nous prêter cette musique Dieu est grande qui est à Oui, la fin du spectacle et je l'entendais récemment encore en interview qui disait justement soyons dans cette en tant qu'artiste dans cette positivité, quoi. On en a besoin et notamment sur la question des femmes. Tu vois, j'ai parlé de Gaza, de l'Ukraine, mais moi aussi j'en peux plus de voir parce que justement, en écoutant Youssoupha, ça m'a fait penser à ça, de euh, tous ces féminicides, tu vois. Et je me dis putain, mais ce sont des reines, c'est les femmes qui portent le monde, qui donnent la vie, qui sont en lutte toute leur vie. Célébrons-les. Ça veut pas dire qu'il faut oublier et combattre la question justement des féminicides et du féminisme, mais justement montrons aussi ces figures de femmes, que ce soit les grandes figures politiques ou de l'histoire historique, mais les femmes aussi du quotidien, dans qui tu es. Moi, j'ai envie de te célébrer. Vous êtes, c'est la mère de mon pote qui disait. Nazim, qui est un immense artiste aussi, qui disait une femme, ça vaut un homme et demi. Et je trouvais ça trop beau parce que c'est Youssoupha, il dit ça, il dit euh, qui on est pour apprendre la vie à celle qui la donne, quoi. c'est beau, Et ouais, c'est beau. c'est de lui. Ouais, mais c'est beau et toi, tu sers aussi de transfert. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que tu mis sa musique à la fin de ton spectacle. Eh ben, les messages sont magnifiques, c'est très riche. Je passe un super moment. Toi, Bah ça moi va? aussi, ouais, je suis trop bien. Mais Trop bien. j'ai l'impression d'être un peu chez le psy, tu vois, on a fait attraction C'est ce des qu'on me dit à caméras. chaque fois. La cadre, je pourrais pas Charlie et Tommy, c'est ça qu'on me dit tout le temps. Des barres, j'adore. Ah ouais, non mais vraiment, heureusement que je suis pas allongé parce que là j'aurais mis les mains comme ça et Ah non, mais moi, non, tu sais, j'apprends beaucoup en t'écoutant aussi, et j'adore ton humilité et je te trouve tellement lucide sur plein de choses et ça Ah, fait du merci. bien et tellement solaire, ce sourire magnifique. Ah,
merci. J'adore. Tu Merci. viens de parler des femmes. Moi, sans transition, je vais parler de ta femme. Après une fausse couche, ta femme dira: «Je suis désolée, je suis censée donner la vie, je ne donne que la mort. Mon ventre, c'est censé être une maison, c'est un cimetière». Mmh. Quand il vous a été conseillé de faire une FIV, toi, tu as dit: «Est-ce que j'ai envie de participer à l'objectisation du corps de ma femme à cause de mon infertilité?» Finalement, ce que je comprends, c'est que vous avez tous les 2 culpabilisé. Mmh. Ouais, ouais, et c'est des aventures, où moi je peux pas la rejoindre dans sa souffrance, dans le traumatisme physique et psychologique qu'elle a vécu, qu'elle vit. Je suis extérieur à ça et je pourrais jamais comprendre ce que c'est, cette douleur et en même temps, j'ai aussi été, moi, dans des endroits de douleur, de tristesse. C'est moi qui lui dis cette phrase: «Je suis censé donner la vie, je donne que la mort», et elle me répond: «Et moi, mon D'accord, ventre, c'est censé être une maison, c'est un cimetière». OK. Et Tu vois, à force de prendre des notes, on sait plus. ouais, ouais, non, mais déjà, c'est super d'avoir appris, autant, enfin, à une virgule près. Ouais. Mais tu vois, c'était ouais, il y a beaucoup de culpabilité. Heu, Moi, de mon côté, c'était oui, j'ai l'impression que j'étais responsable aussi d'une partie des grossesses interrompues. Hem, Elle aussi, parce qu'elle disait: «Mais je n'arrive pas à lui donner ou à nous donner des enfants». Et donc c'est des endroits, ouais, de culpabilité et surtout, c'était pour ça que moi j'ai voulu en parler, c'était briser ce tabou des grossesses interrompues. Parce que là encore, les restes du patriarcat fait qu'on annonce après 3 mois parce que, si avant ça se passe mal, ça peut être vu comme une malédiction, donc en fait, les femmes, pendant 3 mois, elles doivent vivre ce truc où elles doivent, espérer qu'après 3 mois, voilà, on dit que c'est viable et machin, mais donc elles doivent espérer, ne pas en parler, et si jamais dans ce moment-là, il se passe ce drame de la grossesse interrompue, elle peut pas en parler, ni à sa famille, ni à ses amis parce que c'est tabou, ni au travail. Quand je dis, quand je m'adresse là-haut et que je dis: «La souffrance de ma femme, ni toi ni la société sans souci», comme si de rien n'était, demain elle doit retourner au travail. Aujourd'hui, elles ont le droit à un jour d'arrêt de travail pour un traumatisme qui peut prendre du temps et dont elles ne peuvent même pas parler. Et donc c'est en ça où je me suis dit, c'est important que sur scène, puisque moi je suis pas au théâtre pour le coup pour faire ma thérapie, contrairement à là. J'adore. Tu vois? Mais ouais, le théâtre sert aussi à ça, à questionner ces endroits-là et encore plus, du point de vue d'un homme. Je me souviens d'une spectatrice qui m'avait dit ça, elle avait pas arrêté de me répéter en sortant du spectacle: «C'est important qu'un homme en parle, c'est Oui, important», oui. et en même temps, elle me l'a tellement répété qu'en rentrant chez moi, je me suis dit: «Ouais, c'est important». Mais en fait, il faudrait que demain ça devienne normal. Ouais. Banal. Il faudrait Mmh banaliser ça. mh. Et donc, je suis peut-être heureux de faire partie, effectivement, de ces hommes qui en parlent, mais il faudrait qu'à terme, ce soit pas important qu'un homme en parle, mais que ce soit juste normal, en fait. Et qu'on soit, en tant qu'artiste, en tant que politique, en tant que média, tu vois, et merci d'ailleurs de laisser l'espace pour pouvoir aller plus loin que le spectacle et parler du pourquoi on l'a fait. Mais c'est vrai que ouais, moi, quand et en plus, elle en a eu, de façon successive des grossesses interrompues, j'ai senti une urgence à en parler et en plus en y mettant de la poésie, de la langue française, tu vois? Qui permet sur des choses, graves, d'y mettre de la poésie, de la légèreté et du rire. Parce que sinon, les gens, ils vont croire que c'est hyper bon. Genre: «Mais j'ai pas envie d'aller voir un Non, mais truc». c'est pour ça, c'est vraiment ce que je dis, c'est que c'est drôle et en même temps, c'est intelligent et c'est tellement touchant aussi et la poésie, elle est aussi là parce que, c'est vrai qu'on n'emploie pas les mêmes termes. Moi, par, mécanisme, je parle de fausse couche, je pense comme beaucoup de gens, mais toi, tu le dis sur scène. Ce qui est ça veut dire du coup qu'il y a des vraies couches. Toi, tu parles de grossesse interrompue, hein, on l'entend depuis tout à l'heure, mais tu l'expliques sur scène, je trouve, avec beaucoup de poésie aussi. Ouais, c'est vrai que je dis à un moment donné, faut plusieurs fausses couches. Ça voudrait dire quoi? Qu'il y ait des vraies couches, qu'il y ait des fausses couches, et puis je dis: «En tout cas, ce qui est sûr, nous, c'est qu'on lui changera pas les couches». Mais ouais, j'ai déjà changé dans le langage. On parlait tout à l'heure de la déconstruction, elle passe déjà par la prise de conscience et en plus se dire:
OK, maintenant comment je transforme ça? On appelle ça fausse couche parce que voilà. Mais maintenant, dans le milieu médical, on parle de grossesse interrompue naturellement ou involontaire. Et du coup, bah voilà, petit à petit, prendre ce réflexe de pouvoir le dire et et oui, de sortir de ce schéma-là qui était c'est une fausse couche parce que ça n'a pas été au bout. Non, c'est pas parce que ça n'a pas été au bout que ce qu'a vécu la femme ça ne comptait pas et ce qu'a vécu l'homme ça ne comptait pas. Quand je dis bah moi à partir du moment où j'ai su et j'ai vu que son cœur commençait à battre, je me suis attaché, j'ai aimé. Et donc après, oui, quand ça n'a pas été à terme, c'est comme si j'avais perdu quelqu'un. En tout cas, je m'y étais un peu, ouais, attaché. Il y avait de l'amour, quoi. Donc, Mmh. voilà, c'était une façon aussi de parler de ces endroits aussi ouais, d'amour de ces petits êtres. C'est, il y a un magazine qui s'appelle le magazine Paillettes qui est très beau. On appelle ça parfois les grossesses étoilées. Oh, Ça beau. ah ouais, c'est très beau. Ouais, Encore ouais, de la c'est très poésie. poétique, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, on se rejoint, Ouais. j'adore. Toi, tes engagements, ils sont quand même sociétaux dans ce spectacle parce que tu l'ouvres en disant: «Bonjour mesdames, messieurs et toutes celles et ceux qui se considèrent au milieu». Les arguments principaux quand même des personnes qui sont anti-LGBT+, c'est la religion. Mhm. Comment tu te positionnes, toi, en sachant que tu étais, dans l'islam, tu t'es converti, en tant que chrétien, mais quand même tu te considères aujourd'hui, avec un peu d'islam, du christianisme en toi et un peu athée. Comment tu gères cette déconstruction? Bah, il y a 2 choses dans ce que tu dis. La première, c'est, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bonjour à toutes celles et ceux qui se considèrent entre les 2. Je pense qu'aujourd'hui, nous, dans une société où il y a des personnes qui se revendiquent d'un certain genre et par mesure, inclusive au théâtre, là aussi, on a pris le pli de dire bonjour mesdames et messieurs. Mais avant même c'était bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tu vois. Et puis maintenant le mademoiselle, même au niveau de la loi, euh, n'existe plus. C'est mesdames, madame, monsieur. Donc moi, comme c'est un spectacle ouvert à toutes et tous, c'est voilà, bonsoir à tout le monde, quoi. Donc dans ce même principe d'inclusion. Et après, la deuxième chose sur le comment les religieux voient cette question-là du mouvement LGBT. Parce que ça veut dire qu'en disant ça, tu nous reconnais en tant que personne LGBT+, tu nous considères, hein. Ouais, Et c'est vraiment l'argument principal ouais, des personnes LGBT+, souvent, c'est khlam ou selon les ouais, religions, c'est anti-religion, ouais. quoi. Mais tu vois, là aussi, je pense que il y a ce que dit la religion, comment les gens l'interprètent. M- euh, euh, Tu vois, je vais parler du christianisme, par exemple. Euh, euh, il y a beaucoup de gens euh, qui ont une certaine ouverture et qu'on entend très peu. Euh, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est souvent l'arbre qui tombe qui fait beaucoup de bruit. C'est l'espèce de minorité visible qu'on a dans toutes les communautés qui prennent en otage le reste de la communauté. Et moi, je connais des gens dans la communauté musulmane, dans la communauté chrétienne, qui sont très ouverts, qui euh, euh, qui sont très inclusifs et qui justement questionnent et essayent à l'intérieur de leur communauté de faire changer les choses. Euh, à un moment donné, j'ai le personnage dans ma conscience musulmane. Quand je me suis posé la question de la FIV, j'ai ma conscience musulmane qui me dit en islam tu peux, la FIV est autorisée dans le cadre de couples mariés de sexe opposé. Ce à quoi ma conscience athée lui dit oui, mais nous, d'après les lois de la République et la pensée athée, on milite pour que tous puissent y avoir accès. Et lui, il dit bah selon les lois de la République, pas selon les lois islamiques. Et en fait, moi, je propose juste aux spectateurs et aux spectatrices de se questionner et de dire ok comment après on peut faire évoluer ça là-dedans. Et pareil pour le chrétien quand il dit bah non, nous chez nous la FIV elle est vraiment interdite parce qu'on veut pas d'intervention humaine de la naissance à la mort. Donc en fait je me dis mais comment tout ça ne reste pas figé et comment on fait évoluer les choses. Et moi je le dis, je me suis rarement senti aussi proche des personnes LGBT plus que quand j'ai été atteint d'infertilité, parce que j'ai rejoint dans la souffrance de personnes qui, eux aussi, dans leur désir d'enfant, étaient entravés. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais la tristesse était la même. Et donc,
moi, c'est ces endroits de rencontre qui m'intéressent. Je crois que j'ai de plus en plus de mal avec les gens trop convaincus, trop idéologues, trop c'est bien de mettre du doute. Moi, c'est en ayant parlé avec beaucoup d'amis femmes que j'ai compris l'importance que c'était de dire spectateur, spectatrice ou spectatrice ou spectateur. C'est un pli de langage à prendre. C'est une forme d'évolution. Voilà, et encore une fois, moi, je me fais pas le porte-parole Non, bien sûr, mais juste, de en telle fait, ou telle tu communauté. considères que qu'on existe et tu nous représentes à travers tes mots et en fait, juste merci, ça fait du bien de pas avoir quelqu'un qui pourtant est religieux et qui est là: «C'est péché, c'est péché, c'est péché, c'est péché». Tu vois ce que je veux Ouais, bien dire? sûr. Mais parce que je pense que chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, là où il est, avec ce que la vie lui a donné. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, quoi. La vie, elle est courte. On est là sur un temps. On a déjà beaucoup de questions à se poser. On vit beaucoup de drames, beaucoup de joie, etc. Mais acceptons-nous. Bah, pour le coup, c'est peut-être profondément chrétien, quoi. Aimons-nous les uns les autres. Et s'aimer, c'est apprendre à se connaître. Et pour que je puisse apprendre à te connaître, bah, j'ai besoin que tu me parles de toi. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de, de voir ce que tu vis. Et inversement. Et c'est là, ces endroits de rencontre. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, on est dans une société où on est tellement communautarisé dans nos communautés, parfois en plus même virtuelles, avec nos algorithmes, avec nos trucs, qui fait que, bah, ça empêche ces endroits de rencontre. Moi, j'ai la chance de côtoyer et des musulmans et des chrétiens et des gens athées et des gens LGBT croyants, parce que j'ai dans mon entourage des gens croyants de quelconque religion qui sont LGBT. Mmh. Et ça existe, c'est aussi une réalité. Donc ouais, moi ces endroits de rencontre, ils sont et d'inclusion, ils sont hyper importants. J'adore l'inclusion et surtout pas le rejet au nom de la religion ou de quoi que ce soit. Ouais. Bah, on finit sur ces mots super forts. J'ai passé un trop bon Bah moment moi avec aussi. toi. Non mais viens, on continue là. Franchement, on se prendra un verre avec Mélodie Molinaro, notre On star. Elle est embrasse, on exceptionnelle. embrasse. Allez la suivre, allez suivre son travail sur Ouais. Insta, sur les réseaux. Elle Ouais, est avec super. notamment Derrière le rideau, une association qui fait beaucoup de bien Ouais, aussi, et merci à elle, on l'embrasse. C'est aussi la elle, personne qui nous a connectés, elle est et incroyable. Merci mille fois pour ce moment. Alors, je rappelle ton actualité. Donc, tu joues toujours ton spectacle Couleur framboise à la Comédie des Champs-Élysées à Paris, donc, et une tournée en France. c'est Un ça. super spectacle que je vous recommande. Et je dis, Fascia, mille merci à ton attachée de presse Aurélie France, qui est exceptionnelle. Que j'embrasse aussi, qui est la meilleure Elle est attachée de presse incroyable. de France, avec Mathilde aussi qui nous aide. On aime Mathilde aussi. Merci mon Mehdi, vraiment c'était super. Merci pour ton énergie, vraiment. Et ça s'appelle Check le Média. Ça te va qu'on se fasse un petit check de fin du coup? Allez, et Prends soin de check à toi. toutes et tous.